gribouillé a changé. Et là, maintenant, c'est sous forme de ronds. Il fait des ronds parfois, des ronds partout. Et les ronds mélangés créent des visages qui surgissent du tout, qui sont comme emprisonnés dans le chaos. Et c'est une manière d'éclairer ces visages-là. Où ça parle, c'est une manière d'éclairer le chaos. Et là, ça me plaît beaucoup. Je ne vais pas dire comme les historiens l'ont dit, le primitivisme là, dans les contextes africains. C'est-à-dire que ce que nous voyons, moi ce que j'ai vu tout à l'heure, ce que je vois, les traces, tout ce qui existe, ça fait revenir à notre passé, à notre antériorité d'homme créateur. Ça pose des bases de certaines créations et ça raconte quelque chose. Et vous avez dit tout à l'heure que quand vous travaillez, vous poussez des gribouillis. Mais c'est un gribouillis qui se transforme dans les enchevêtrements de formes et puis les personnages apparaissent. Et quand vous passez la couleur et que vous réfléchissez dans les consciences, les personnages aussi apparaissent. Mais ces personnages que nous voyons, ils rassemblent fort étrangement aux arbres dont vous parlez. C'est pour ça qu'il fait la qualité de l'art. Mais est-ce que quand vous êtes là de temps en temps, vous pensez à des thèmes précis à partir d'un moment, pendant que vous travaillez, vous pensez à un thème précis? Vous avez parlé de la création, des sources de la création. Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu comment ont intervenu les couleurs dans certaines de vos œuvres? J'avais acheté des boîtes de pâte à l'huile. Mais paradoxalement, j'étais toujours attiré par les couleurs brunes, ciel et les autres, je les négligeais. Et plus tard, quand j'ai vu que la plupart de mes tableaux, je me suis dit, ça me rappelle les couleurs africaines. Ça me rappelle une montagne où je passais avec ma mère pour aller dans son village. Sous cette montagne-là, la terre était rouge. Et c'est tout ça qui revenait. Donc cette couleur brune a fini par signifier la couleur africaine qui m'avait bloqué depuis longtemps. Je l'ai gardé longtemps et puis maintenant je me dis, bon, ça y est, maintenant je vais prendre si je les mélange pour que ils reviennent. Mais au début, j'étais vraiment très attaché à la terre africaine. Et évidemment, on les retrouve dans beaucoup d'œuvres ici, la terre rouge, la latérite, tout ça. Mais ces couleurs, donc, que vous qualifiez de couleurs africaines, parce que ça rappelle les territoires, la terre rouge. Est-ce que vous voulez donner des significations particulières? Ça permet à l'individu de se libérer des choses, parce qu'il a parlé de l'angoisse. Edmond Mich a essayé de décrire et on s'appelle représenter l'angoisse avec les cris. Vous savez, tout le monde voit qui déchire, comment ça s'appelle, la nuit. C'est cette technique. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit l'enchevêtrement de formes, l'enchevêtrement de lignes, ces arabesques, et tout ça, c'est ces arabesques, et puis ces formes, ces taches, et puis ces superposés qui deviennent images humaines, ou images de quelque chose. Comment désir renaissance qui m'a conduit à cette manière de tourner et de créer un tournant. Et ça donne une satisfaction. Et puis j'ai pu penser même parfois même que l'universel tourne. Et c'est en tournant peut-être que je les appelle les spectres. On dirait que c'est les spectres qui cherchent à exister. Alors pour exister, ces spectres, ce spectres-là me fascinent beaucoup parce que c'est vraiment l'énergie vraiment déployée. Il me semble même, je suis en train de faire des travaux très importants, il me semble même que parce que les gens n'ont pas la capacité d'acquérir la consistance, la personnalité de l'être, d'être des existants. Et que ces spectres inachevés vont se battre et se bouffent, vont se dévorer. C'est malheureux. Et tout mon travail là, tout autour de la nécessité de l'initiation
pour structurer ce spectre et l'amener à l'existence. Ok. Donc, c'est le jeune professeur, il disait les traces de notre ego. Détruire, c'est légitime. On le fait d'une manière symbolique. Et ces effets de déchirage, de l'attache, de pénétration, d'oculation, hein, c'est pas inutile, ça satisfait, ça répond à un besoin qui dans le quotidien n'est pas satisfait. C'est très libérateur. Et je vous conseille beaucoup. Et ça lui fait vivre. Par dialogue avec la matière, il n'a pas d'esprit. Hein, que le monde. Et peut-on faire rapport entre le travail pariétal du petit bonhomme de Lascaux qui est couché dans le puits sur le dos et en érection? Est-ce qu'il y a un rapport phallique même dans ce geste de création à partir de l'idée même de rejeter, de signer? Tout se passe comme si le monstre dévorant, c'était la matière. L'autre qui est grand. Et devant ce monde, devant lequel on est, sans parole, eh bien, ça infuse l'agressivité, tous à l'agression. Je ne sais pas à quel point ils se nuisent beaucoup en ne détruisant pas symboliquement. On reçoit des énergies, on en donne quelques-unes, mais on est tellement subvertiment, on est tellement bousculé, poussé à détruire. La destruction, l'évacuation du surplus d'énergie qui nous habite est une nécessité. Donc ce monde est un monde dévorant parce qu'il est plus fort que nous, il a beaucoup d'énergie. Et le petit héros. On a posé une autre question. En quoi l'école, telle qu'elle est définie aujourd'hui, comme étant le temple du savoir, et donc par défaut ou par ricochet, le temple d'une initiation à la connaissance, à l'intellectualisme et tout ça, comment cette école ne serait pas une initiation, à vous entendre? Est-ce qu'il y aurait une différence entre l'école et l'initiation? Si, et j'ai entendu un autre oui en signe de concordance à ce que vous êtes en train de dire. Vous avez nourrit l'esprit, gave l'esprit, met des choses dans la tête des gens. Mais les gens reçoivent ça et en usent mécaniquement, mais sans savoir ce que c'est. C'est pour ça que dans l'ancien temps, ces gens qui ne savaient pas par eux-mêmes, qui n'étaient pas initiés, les initiés ne les prenaient pas au sérieux. Ils ne leur donnaient pas de fonction sociale importante. Ah, c'est très important, c'est ce que je suis en train d'apprendre. Alors, c'est complètement différent. Voilà, c'est complètement différent. On est dans la pratique, on est dans la passation, de la transmission, voilà, du savoir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, parce que si vous avez des élèves en cours, si vous ne... Par exemple, je prends le cas des beaux-arts ici, ils sont très, je vais dire, ils sont pas matériels. Voilà, on n'a aucune machine, il n'y a pas de fonctionnement à part les cours théoriques qu'on donne, des choses comme ça. Est-ce comment on développe, comment on passe, comment on transmet. Voilà. Moi, je crois un peu à l'école des maîtres, comme à l'époque. Quand l'étudiant sort des beaux-arts, il finit chez un maître. Ils ont des maîtres. Ils ont des gens qui ont fait cette initiation-là. C'est comme ça que je vois cette initiation. C'est-à-dire, après l'école, je vois qu'ils enseignent ici, qui 2 ans, 3 ans après, sont de très grands artistes qui ne sont pas passés par l'initiation. Je n'ai aucun maître. C'est-à-dire que tu ne sais même pas comment, par quelle magie, et puis on dit, ah voilà, tel. Et la question que je voulais poser justement, est-ce qu'il va réformer cette idée d'école et de passer aussi par l'école des maîtres? Certainement, mais le système de machine terrible, parce que tous les pays sont des systèmes